Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, as you've just seen, roads will always be. Les routes sont toujours au cœur de la mobilité et nous allons certainement avoir une discussion de très haut niveau. Et ceci est le cœur même du débat de ce matin. Mais quelques mots. Tout d'abord, pour remercier toutes les personnes qui ont organisé ce repas magnifique au Negresco. Et fort tous ceux qui ont organisé ce formidable repas hier soir au Negresco. So, ladies and gentlemen, we have. Mesdames et messieurs, nous avons plusieurs présentations de très haut niveau. Nous sommes très flattés et honorés qu'ils soient là et nous allons pouvoir leur poser quelques questions. Tout d'abord, j'ai l'honneur et le plaisir de souhaiter la bienvenue à M. John Reid de Shell, Royaume-Uni. All speakers have. Tous les orateurs ont 12 minutes de temps de parole et vous avez donc vos diapositives et nous allons parler de la mobilité de l'avenir. Monsieur le professeur, merci beaucoup de m'avoir invité à prendre la parole devant vous. C'est un très grand honneur pour moi. Bonjour. Hola, guten Tag, and then I've exhausted my abilities in. Ensuite, c'est tout ce que je sais dire dans des langues étrangères et le reste sera en anglais. Et si vous avez besoin d'interprétation, j'espère que vous avez pu vous chausser d'un casque. Alors, notre monde change et on a vu beaucoup de différents scénarios et on examine ces questions de près. C'est important pour nous tous, pas uniquement pour le bitume, mais en fait, tout type de domaine de commerce, l'aviation, les aéroports, et on comprend que le monde va changer. Et cela est très important, bien sûr. Et bien que les chiffres seront peut-être quelque peu différents par rapport à ce que je vais vous montrer. Donc, la population est en pleine croissance très rapide. Et on va parler justement de différents types d'organisations qui se mettent en place. Par ailleurs, je vois tout le monde se déplace ici au Congrès avec le smartphone, et donc interface, des services de tout type.
et qui est donc dirigé vers l'individu plutôt que la population dans son ensemble. Voilà comment on fait du commerce. Et hier, on disait que 2020, qui est vraiment deux pas d'ici, eh bien, est tout à fait possible que 70% de l'interaction à Internet ne sera plus par l'écran. Donc, personne qui commandent leur alimentation et leur frigo, c'est bien, c'est déjà là. Et ça devient de plus en plus fréquent, donc de faire passer par Internet. Et il y a peut-être certaines personnes qui ne croient pas à tout ça et ne s'intéressent pas, mais nous, chez Shell, on le fait. Et nous sommes convaincus que si on n'a pas contrôlé le changement de climat, eh bien, ce sera catastrophique pour l'humanité. Ainsi, il y aura un véritable besoin pour nous tous pour regarder de près tout ce changement qui a lieu sur notre planète. Alors, la mobilité connectée maintenant. Comment est-ce qu'on peut connecter la société? C'est très, très important, c'est déterminant même. Et en fait, nous allons avoir des véhicules autonomes et donc une grande partie des véhicules sont autonomes et il y a certaines choses qu'on ne peut pas mélanger, les conducteurs humains et les véhicules autonomes. Alors, si on change vers l'autonome, il faut le faire complètement pour que les véhicules puissent se parler et interagir. Et le problème des chaussées, je vais aborder ce sujet d'ici quelques instants si vous le voulez bien. Maintenant, l'organisation. Alors, l'embouteillage va devenir un grand problème. 9 milliards de personnes d'ici 2030 et 70 personnes sont déjà dans les villes. Et il y a donc 40 mégavilles d'ici 2030. Donc, il faut y réfléchir. Moins 10 et 14, mais 41 en 2030. Et c'est en 12 ans, c'est rien du tout. Et en fait, il y aura donc la pollution va doubler, voire tripler si on n'y fait rien. Et si vous pensez que le trafic, la circulation va doubler, tripler, et le CO2 doit être réduit de moitié. À ce moment-là, il faut faire beaucoup de choses pour ce qui est de contrôler le CO2 qui a été ou qui est produit. Et voilà pourquoi une compagnie telle que Shell est convaincue que de façon fondamentale, on a besoin donc de faire payer justement le charbon. Et grâce à cette incitation fiscale, on pourra justement imprimer un changement. Sans cela, sans une solution fiscale, on ne pourra pas le faire. Le carbone, pardon. Il y a donc une question. Donc, on a parlé donc du bruit, de la pollution sonore. Et évidemment, bien sûr, si avoir beaucoup plus de voitures, il y aura 70 personnes des personnes. Et la question de la pollution sonore, ça sera déterminant. Maintenant, la sécurité, une fois de plus, 70% des décès pour les cyclistes. Mais bien sûr, dans les villes, il y aura de plus en plus de piétons et de cyclistes. Et là, est-ce qu'on aura de plus en plus de décès? La réponse est oui, à moins qu'on ne fasse quelque chose. Alors, qu'est-ce que cela signifie selon nous? Si on a besoin d'avoir un système de véhicules connectés où les véhicules, les panneaux de signalisation, sont tous en interface, reliés les uns avec les autres pour qu'ils puissent travailler de façon simultanée plutôt que les uns contre les autres. Et nous pensons que les voitures auront des batteries électriques qui ne seront pas besoin d'être rechargées. Est-ce que c'est qu'il faut changer toutes les stations d'essence aux quatre coins du monde et avoir des câbles électriques? Bon, c'est possible, mais maintenant on parle de faire une route qui génère de l'électricité et on va donc recharger le véhicule au fur et à mesure que vous conduisez. Donc, vous allez simplement conduire le long de cette route et vous payez donc une petite charge, une petite contribution par kilomètre parcouru. Il faut voir comment on peut faire. Donc, on n'ira plus remplir la voiture à la station essence. La raison pour laquelle tout ceci est important. Bon, aujourd'hui, il s'agit de faire déplacer les gens de A et B. Demain, on va parler de la connectivité sociale. C'est-à-dire que les gens seront dans leur voiture, utiliser le téléphone, parler avec Internet, parler avec leurs amis, quel qu'il en soit. Mais en fait, l'action de
se bouger, c'est pas le but essentiel. Alors, il faut se poser la question à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire aux routes plutôt que de déplacer les gens d'un point A à un point B. Donc, il faudra y réfléchir. Maintenant, pour ce qui est des routes, il faut faire mieux que ce que l'on fait déjà. Et ce qui manque, c'est-à-dire que si nous avons des véhicules autonomes, eh bien, à ce moment-là, ils vont se conduire de façon beaucoup plus rapprochée les uns des autres. Et les périodes de repos qui permet au conducteur de se reposer un petit instant, eh bien, cela va disparaître et les dégâts qui seront occasionnés par ces véhicules seront beaucoup plus élevés, même pour le même type de euh, route avec les véhicules autonomes. Et en outre, tout ce que vous voyez, toutes les indications que vous avez, c'est que les gens souhaitent avoir plus de charges avec eux, car cela engendre des économies. Et cela signifie que ça va endommager davantage les routes. Les routes doivent être beaucoup plus robustes. Il faudra qu'elles soient conçues dans ce but. Et si on fait un retour en arrière, on regarde ce qu'on fait. Bon, on va au travail. Il faut les regarder vers l'avant et il faut pouvoir prévoir le type de structures qui seront nécessaires pour aller de l'avant. Et si possible, il faut pouvoir avoir quelque chose qui soit auto-réparant pour qu'il se puisse réparer tout seul. Et si on va dans le monde, on n'a pas toujours l'argent pour réparer les réseaux routiers. Donc, je pense que par le passé, on concevait nos routes pour une durée de 20 ans et la période de maintenance pour nos routes est de 8 ans. Et ainsi, il y a déjà donc un problème entre l'argent disponible et les routes que nous avons aujourd'hui. Donc, il faut trouver quelque chose. Donc, les routes, il faut qu'elles soient beaucoup plus sûres. Et on pourrait donc, dans Lyon, pour qu'on puisse conduire dans la nuit, on va avoir des routes beaucoup plus sûres pour les personnes. Et donc, beaucoup plus résilience. Et, ça veut dire aussi, vous avez un véhicule autonome, à moins qu'il puisse vraiment capter s'il peut glisser ou pas. Et donc, il faut s'assurer que ces véhicules puissent s'arrêter. Et il faut donc trouver des solutions plus propres. Et euh, il faut avoir beaucoup plus de recyclage et un grand nombre de discussions ont eu lieu et cela a une importance déterminante. Et pour les raisons que j'ai déjà mentionnées tout à l'heure, il faut trouver des solutions où il y a moins de pollution sonore. Et les routes doivent être beaucoup plus intelligentes. Elles doivent pouvoir faire autre chose, tout simplement de déplacer les gens, les marchandises d'un point A à B. Il faut elle doit être capable de capter les composantes et, et les particules qui rentrent dans vos poumons et donc éliminer des problèmes de l'asthme, etc. En fait, il faut pouvoir s'assurer que les routes puissent générer de l'électricité. On peut déjà avoir des transferts de chaleur, mais alors, lorsqu'il s'agit d'utiliser de l'électricité. Donc, le mouvement sur les routes puisse donc générer l'électricité au fur et à mesure qu'on avance. Alors, si on peut générer l'électricité d'une façon et laisser le pomper, et à ce moment-là, utiliser l'hydrocarbone qu'il faut brûler pour générer de l'électricité, eh bien, à ce moment-là, pourquoi? À ce moment-là, et c'est une bonne chose lorsqu'il s'agit de générer justement de l'argent pour le réseau routier. Mais pendant l'hiver, pourquoi? On peut donc alimenter la route en électricité. Et à ce moment-là, avec une bonne maintenance et les problèmes qu'on voit aujourd'hui aux quatre coins du monde avec les nids de poules seront réduits. Et le coût de ces maintenances de route pendant l'hiver, eh bien, tous ces coûts seront réduits. Bien sûr, il va falloir avoir bien presté dans des situations climatiques difficiles. Et on voit partout dans le monde des disparités entre le climat, des changements. Et, et si faut avoir plus de villes
et il faudra plus de zones ce type. Et avec les inondations de plus en plus, donc on a besoin des chaussées qui puissent survivre beaucoup plus longtemps dans ces conditions climatiques difficiles. Même les 2 degrés centigrades fait une énorme différence dans la durée de vie de la chaussée. Et lorsqu'il y a les conceptions, essayer de voir vers l'avant le type de route dont on a besoin. Et à ce moment-là, il faut tenir compte de cela. Et il faut tenir compte de ces 2 degrés, quel que soit ce changement climatique. Et il faudra aller de l'avant. Alors, cela, je, je passe en revue cela très rapidement, mais j'aimerais également justement vous défier un petit peu et la société en ce genre. Tout d'abord, il y a beaucoup d'innovation partout, mais bien sûr, on est très, très conservateur dans notre industrie. Si je prends, par exemple, bon, les bitumes, il y a 50 ans, oui, ils sont toujours pas partout, présents dans tout le monde, mais bien que ça existe partout dans certaines parties de l'Europe, eh bien, ce n'est pas aussi présent partout. Et l'innovation doit être acceptée de façon beaucoup plus rapide que par le passé. Et donc, nous nous sommes engagés, la société et les parties prenantes publiques, justement, acceptent ce nouvelle mentalité. Il faut simplement parler, mais il faut agir et il faut le faire rapidement d'ailleurs. Et on a besoin donc de la coopération. Alors, pardon, personne ne peut s'en sortir tout seul. On ne peut pas relever le défi du CO2, toutes les questions des routes. Il faut travailler la main dans la main, beaucoup plus que par le passé, si on va vraiment créer les routes de l'avenir pour qu'elles soient ce qu'elles doivent devenir. Et en fait, on a besoin de nouveaux cadres. Et c'est vrai, la façon traditionnelle donc, de passer des contrats pour construire les routes, ce ne sera pas possible. Et il faut donc avoir un changement de mentalité si on veut changer nos routes pour qu'elles soient livrées tout ce dont la société a besoin à l'avenir. Mais en guise de conclusion, j'aimerais citer quelque chose, une citation que j'aime beaucoup, et c'est important pour vous tous, peut-être déjà entendu cette citation, à savoir le rythme du changement n'a jamais été aussi rapide. En fait, il sera jamais aussi lent à nouveau. Et si on réfléchit, qu'est-ce que ça veut vous dire? Depuis la révolution industrielle, le rythme de changement, c'est toujours accéléré, accéléré, accéléré. Et on a l'impression que c'est déjà très rapide et qu'on n'arrive pas à maintenir le rythme. Mais ce rythme va aller encore plus vite si on veut vraiment être à la hauteur des besoins de la société. Cela étant dit, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté. Merci et au revoir. Wow, what a fascinating. Eh bien, quel regard fascinant à l'avenir, professeur Reed. J'invite les autres personnes à monter tout à l'heure, de venir avec vous. On va avoir un échange. Et Directeur chez Michelin, Alexis Offengeld, merci de l'accueillir et donc pour sa présentation. Merci. Bonjour à tous, donc je vais passer en français. Je suis très heureux d'être ici, vous l'imaginez, puisqu'entre Michelin, les pneus Michelin et la route, c'est une longue histoire d'amour qui dure et qui continuera. Alors, je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler de l'Open Lab et d'une initiative que Michelin a lancée avec des partenaires, avec un écosystème. Et je vais vous en parler avec beaucoup d'humilité parce que c'est assez récent pour nous, mais c'est une conviction que c'est une façon d'attaquer et de résoudre les problèmes que John a mentionné un instant dans sa présentation et que nous partageons complètement. Alors, avant de commencer, puisqu'on parle de vision et d'innovation, j'avais quand même envie de vous présenter un petit film d'un pneumatique de demain. C'est un pneu concept, et c'est le seul moment où je parlerai de Michelin et des pneus. En fait, c'est pas moi qui en va parler, c'est pendant le film. Donc, si on peut montrer ce petit film concept, vision de ce que pourrait être le pneu demain, avec la route de demain.
Alors, vous l'aurez compris, ce pneu n'existe pas encore, c'est un concept, mais ça pourrait préfigurer ce que pourrait être le pneu de demain, et donc plus un pneumatique, puisque dans pneumatique il y a air, c'est un pneu, enfin, c'est un support sans air, recyclé, et qu'on peut recreuser avec des imprimantes 3D, donc très adaptable. Donc ça, c'est la vision demain de l'avenir, du côté technique, du côté produit. Mais bien sûr, demain sera l'avenir de la mobilité sera autour des services également. Et je voudrais reprendre un petit point d'histoire sur, si on peut reprendre la présentation, sur le lien entre Michelin et la route. Voilà. Alors, voilà. Est-ce que vous saviez, certains certainement oui, peut-être pour les Français, mais peut-être pas tous, que Michelin est à l'origine de l'invention, enfin, des bornes kilométriques sur les routes. Et que depuis, ça j'imagine que vous le suivez également, depuis plus d'un siècle, Michelin s'intéresse à la mobilité. Le guide rouge, le guide Michelin qui existe depuis 1900, était à l'époque offert gracieusement aux chauffeurs pour justement favoriser la mobilité, parce qu'à l'époque, il y a plus d'un siècle, c'était extrêmement compliqué de trouver une route, on avait également des cartes, de trouver un garagiste, de trouver des restaurants. Donc pour favoriser la mobilité, à l'époque, de façon assez visionnaire, Michelin avait lancé des services associés, et maintenant on est également dans le monde du digital. Si vous êtes là depuis 2 jours et que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi, je crois que vous êtes maintenant familier avec le slogan de Michelin, Better Way Forward, donc une meilleure façon d'avancer. Et c'est vraiment ça le sujet pour nous. Dans notre ADN, c'est comment offrir à chacun une meilleure façon d'avancer et pas simplement transporter les personnes et les biens que permettent de faire les pneumatiques. Et c'est dans cet esprit-là que Michelin a créé l'Open Lab, et peut-être que certains d'entre vous connaissent le Michelin Challenge Bimadome, qui existe depuis 1998. Certains connaissent Challenge Bimadome, ça vous dit quelque chose? Oui, quelques-uns. Donc le Challenge Bimadome était né en 1998 de la volonté de notre patron à l'époque, Édouard Michelin, de réinventer la mobilité, et avec un rêve de faire le Davos de la mobilité. Donc ça a commencé à Clermont-Ferrand, donc le siège de la maison mère, avec des constructeurs. C'était très tourné véhicules de demain, véhicules électriques, ça préfigurait les véhicules électriques. Et puis au fur et à mesure des années, ça a grandi avec de plus en plus d'acteurs de l'écosystème de la mobilité pour devenir le Challenge Bimadome qui a eu lieu dans le monde entier. Et depuis l'an dernier, on a changé de nom et ça s'appelle Moving On. Ça a lieu au Canada, à Montréal. Et c'est un événement qui rassemble des gens comme vous, que la route, bien sûr aussi, les constructeurs, des gens des télécoms, les villes, les startups, les institutions, tous ceux qui, comme vous le disiez, John, tout à l'heure, as you said, John, tout à l'heure, you were talking about ecosystems. So we have exactly the same. Donc, vous parliez d'écosystème et on avait exactement les mêmes... Voilà, donc on est passé de Challenge Bimadome à Moving On et l'Open Lab. Et ce dont je vais vous parler maintenant, c'est l'Open Lab, qui part d'une croyance très forte, et qui est, je pense, partagée par tous, qui est vérifiée par des académiques, par des chercheurs, c'est que l'innovation de demain sera en écosystème. Alors on a parlé de
Donc, vous voyez là les différentes vagues d'innovation, l'open innovation. On a plein de partenariats, certainement d'ailleurs, entre vos entreprises et Michelin au niveau de la recherche. Je vois celui hier de Vinci, je sais qu'on travaille ensemble sur plein de sujets, mais avec d'autres également, avec la Colas et tant d'autres. Donc en one-to-one, on sait faire, mais comment travailler en écosystème? Et c'est ce qu'on essaye modestement de faire avec l'Open Lab. Donc l'Open Lab se veut un think and do tank sur la mobilité durable, internationale, collaborative, innovante, et on veut promouvoir des solutions innovantes pour travailler ensemble, ce qui n'est pas si facile que ça. Je pense que vous avez pu l'expérimenter également. On a 3 objectifs. Un objectif d'anticipation stratégique et de prospective, donc d'essayer d'imaginer l'avenir, et tous les chiffres que vous avez montrés sont des constats qu'on partage, John, d'imaginer l'avenir ensemble à plusieurs d'industries différentes. On se dit qu'on a plus de chances de voir le futur correctement à plusieurs, et de fait, c'est peut-être plus précis que parfois de demander à un consultant de faire une synthèse, même si on s'appuie aussi bien sûr beaucoup sur des consultants. Donc en vision stratégique long terme. On a également une vocation d'innovation et de co-innovation ensemble, à partir des scénarios qu'on a pu bâtir, en identifiant la demande future, en disant en fonction de cette demande future, quelles pourraient être les offres qu'on peut imaginer dès maintenant. Et on a quelques cas qui ont pu commencer à voir le jour. Et un troisième objectif qui est l'influence des pouvoirs publics, l'influence de la société, pour résoudre les problèmes qu'on ne pourra pas résoudre seul, évidemment, et surtout pas seul Michelin. Alors, on s'appuie pour ça sur un écosystème très large, et vous en faites partie certainement, pour certains d'entre vous, d'entreprises du privé, des constructeurs automobiles, des communautés d'experts, des think tanks et des consultants, des académiques également, c'est très important pour nous, les villes et les municipalités et les gouvernements qui sont incontournables pour faire avancer les choses et pour tester les solutions qu'on a pu trouver, des institutions publiques, des associations, des designers, des startups. Donc tout l'écosystème, d'une façon très large, est représenté. Et nous essayons de les faire travailler en communauté d'intérêt, et que je vais présenter. Juste pour vous donner cette image, ça, ce sont les sociétés membres du board de cet Open Lab. Alors, il y a encore un tout petit peu de place pour une ou 2 entreprises, mais vous voyez qu'on est déjà assez nombreux et que c'est déjà assez difficile à en assurer la gouvernance. Mais vous avez des entreprises de secteurs très différents. On a à la fois des énergéticiens, des transporteurs, des télécoms, un assureur à la Massif qui nous a rejoints, Saint-Gobain, Solvay, qui est là aussi aujourd'hui, je crois, des consultants. Et Michelin, comme vous le voyez, c'est le seul intérêt de ce set, c'est de vous montrer qu'on est un parmi d'autres, même si on essaie d'animer cet écosystème. Donc on s'efface, et dans Open Lab, il n'y a pas Michelin. Et dans Moving On, que j'ai cité, il y a By Michelin, et je vous annonce, c'est un scoop. Il y aura bientôt plus By Michelin, on veut que ce soit un événement d'écosystème et partagé. Alors, ce qu'on propose à cet écosystème, c'est de résoudre des problématiques de mobilité qui peuvent être celles que vous aviez évoquées et toutes celles qu'on se pose, en lançant des communautés d'intérêt, donc avec des objectifs de travailler sur des solutions avec un groupe entre 10 et 50 partenaires entreprises. Et on a des communautés qui sont plutôt orientées réflexion, des communautés qui sont plutôt orientées action, pour résoudre des sujets plutôt stratégiques ou des projets plutôt orientés innovation. Et on sort de ces travaux des toiles prospectives du futur, des scénarios d'évolution, des business models, très importants pour imaginer des solutions concrètes, et des prototypes. Je vais passer rapidement sur quelques exemples qu'on a pu faire de communautés d'intérêt, donc avec une vocation stratégique certaine, une vocation de co-innovation, de prototypage ou d'influence. Je vais donner 3 exemples. L'Internet des objets, qui est un des sujets pour quel impact ça peut avoir pour la mobilité. Les navettes autonomes, quel impact ça peut avoir. On avait fait un travail de réflexion sur 14 cas d'usage de véhicules autonomes, et de ces travaux ont été accélérés une start-up qui est devenue une société. Et puis on a eu un travail qu'on vient de finir récemment sur un des enjeux clés également sur le climat. Quels sont les quick wins, quelles sont les solutions rapides possibles qu'on peut mettre sur le marché pour accélérer les enjeux décidés lors de la COP 21. Alors, très rapidement, regardez, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir la diversité d'entreprises qui travaillent ensemble sur ces sujets-là. Alors, c'est
C'est ça la difficulté aussi, c'est de travailler ensemble sur des sujets qui sont, alors si c'est de la prospective non stratégique, non, pardon, ils sont stratégiques, mais qui ne sont pas avec un engagement de construction de business model et de société derrière. Donc, sur les questions de partage de la valeur, on n'a pas ces questions-là. Donc là, c'était quels sont les impacts à quoi pourrait ressembler le Last Mile Urban Delivery d'ici 2030. Une communauté d'intérêt sur le Beyond 2 degrees Celsius. Donc, quels sont les quick wins que je viens de citer, avec une quinzaine d'entreprises qui ont participé, avec des gens qui sont parfois pas concurrents, mais pas loin, et qui réussissent à donner une position commune dans ce rapport qui est livre blanc qui a été livré tout récemment. Et celle dont je venais de parler sur le transport autonome et les cas d'usage, de 14 cas d'usage qui avaient été identifiés et qui ont pu donner naissance notamment à l'accélération de cette société EasyMile, que vous connaissez, qui fabrique des véhicules autonomes, qui est à Singapour, avec un partenariat avec notamment Ligier. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ce qu'on essaye également de promouvoir, ça c'est le travail pendant l'année en continu et auquel vous êtes les bienvenus également. C'est aussi ça le message, c'est que sur les sujets de route, on rêverait d'avoir également une communauté d'intérêt sur la route intelligente, connectée, servicielle de demain. On n'a pas encore réussi à monter ce sujet-là, mais j'ai vu dans les stands et sur les sujets que vous traitez qu'il y a déjà plein de briques et peut-être même parfois entre concurrents, si c'est possible pour vous de réfléchir sur ces sujets-là. Ça nous intéresserait de travailler avec vous. Sachez que pour le sommet que je mentionne là, Moving On, nous invitons également nos concurrents. On a invité la maison mère de Continental, Schaeffler. Donc on essaie d'être ouvert aussi dans ce sens-là, ce qui est un challenge parfois, mais qui est très intéressant. Voilà, et je vous propose de jeter un œil sur les thèmes de Moving On, puisqu'on m'a demandé, on m'a dit que je pouvais le faire, que ça pouvait intéresser certains. Donc n'y voyez aucune publicité déguisée, c'est de la publicité pour Moving On qui aura lieu le 30-31 mai, 1er juin à Montréal. Et vous êtes les bienvenus si ce sujet vous intéresse. Merci. Merci beaucoup, Alexis. Merci aussi pour vos films qui nous ont donné un peu une idée aussi de ce qui nous attend dans l'avenir en termes d'innovation. Let's go back into English. We're delighted to have with us. Et maintenant, on va en anglais, on va demander du IRU, un directeur de transport et consultant cadre, Monsieur Hugel. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir de me trouver aujourd'hui et pour pouvoir la parole devant cette audience. Alors, pendant qu'on est en train de réajuster mon micro, j'aimerais féliciter les deux orateurs qui m'ont précédé. Ça déprouve à quel point ils sont actifs dans le domaine de développement durable et surtout la présentation du Shell. Eh bien, il était particulièrement bon parce qu'il nous a défiés et il s'agit de dire qu'il faut agir rapidement. Donc, je vais essayer la même chose que M. John Reed a fait tout à l'heure. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que nous faisons, nous, et d'organisations internationales qui s'occupent de transport? On parle de différents types d'opérateurs et on aide vos organisations et on aide les utilisateurs, les usagers. Et on vient de fêter le vendredi passé notre 70e anniversaire et on est allé de Genève pour organiser un congrès anniversaire et le slogan est « On aime la route ».
Voilà à quel point nous sommes proches, quel type de partenariat nous avons. Je vais regarder tout ceci. Tout le monde parle de développement durable et c'est vraiment tout en haut de notre ordre du jour. Et notre engagement eh bien, remonte aux années 90. Et déjà, dans les années 90, nous avons déjà développé nos 3 idées sur l'innovation, les mesures incitatives et l'infrastructure. Nous pensons que l'innovation est certainement le meilleur outil pour justement la clé pour réduire l'empreinte de pollution et nous voulons donc s'assurer justement la pénétration de ces nouvelles technologies. Et en fait, c'est une condition sine qua non de prendre ces mesures techniques et les investissements dans les routes utilisées au mieux, maintenir l'infrastructure. Nous n'allons pas pouvoir réaliser tous ces objectifs sans cela. Et il faut garder à l'esprit, je vais revenir à ceci à la fin de ma présentation. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit les corridors de transport clés qui va de l'Asie en Europe, qui passe par le moyen, l'Asie du Sud. Voilà les corridors où les marchandises sont transportées vers l'Europe. Alors, nous transportons beaucoup de marchandises et donc il y a beaucoup de caravanes en quelque sorte. Et très souvent, nos chauffeurs, voilà ce qu'ils voient. Ils voient des routes de circulation jusqu'à le moment où ils arrivent à la frontière. Alors là, ils voient ceci, de longues files d'attente et il faut parfois attendre 3 semaines et vous êtes dans votre véhicule et justement pour mettre un chiffre sur tout cela, 57% de temps de transportation est perdu lors de procédures à la frontière. Et cela crée une atmosphère qui mène à la corruption. Et c'est vrai, un grand nombre, enfin, près de 50% des frais sont des paiements illicites. Et juste à cause de ces procédures. Et si vous allez encore plus loin, et vous voyez les études scientifiques, alors on constate que chaque dollar supplémentaire que vous payez, eh bien, vous perdez encore 2 dollars parce que vous avez manqué des possibilités commerciales. C'est 6 à 8, 6 à 16, ça dépend du type de marchandises que vous transportez. Et en fait, ça peut vraiment être une sanction, une pénalité pour l'économie dans son ensemble. Alors, bien sûr qu'il y a des solutions et sont les conventions des Nations unies et il y a la convention sur l'harmonisation. Alors, ne me mécomprenez pas, nous sommes heureux pour chaque millimètre de route qui est compte. Mais lorsqu'on investit dans le road, il faut justement tenir compte de tous les aspects, quels qu'ils soient. Et c'est vraiment essentiel. Et donc, voir que les deux, aussi bien le côté, euh, le détail, comme les questions les plus importantes. Et la force dans notre industrie, la digitalisation des transports, la digitalisation des TIR, le CMR, et ces documents vont certainement nous permettre de, en fait, le plein potentiel de transport intermodal. Bien sûr, on peut s'occuper des petits problèmes, mais en même temps, il faut aborder également les gros problèmes. Et donc, si un conteneur qui arrive dans un port quelconque, bon, si, il ne peut pas être transporté encore vers une autre destination parce qu'il n'y a pas suffisamment de connexion. Donc, il faut relier les deux questions. Maintenant, alors, on est tourné vers l'avenir. Et on a entendu donc ce qu'a dit notre ami de Shell. Bon, les véhicules automatiques, bon, ils vont venir, est-ce qu'ils vont venir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. Mais on croit qu'ils vont venir beaucoup, beaucoup plus tôt qu'on ne le croit. Mais et nous avons fait une étude de conserve avec le Forum international de transport et les syndicats et les fabricants d'automobiles. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ces véhicules autonomes?
eh bien, il y aura un grand nombre de changements. On n'a plus besoin de chauffeurs à l'avenir. Et en fait, il y a beaucoup de changements de véhicules à véhicules, des communications, et les fabricants disent, bon, pas de problème. Et en fait, il faut bien comprendre que l'infrastructure n'est pas prête, elle n'est pas fin prête. Et l'infrastructure pourrait peut-être, bon, elle sera bien pour les essais, pour les tests, mais d'après l'étude, les infrastructures ne sont pas prêtes à accompagner l'essor des voitures automobiles. Alors l'industrie est-elle fin prête? Bon, on va changer notre business model. Il faudra donc avoir de nouvelles idées pour savoir comment transporter les marchés. Et nous pensons que les véhicules autonomes, bon, on va essayer de délivrer les marchandises par drone. Donc, il y a des idées complètement nouvelles. Et quel est le type d'infrastructure dont on a besoin? Alors, et c'est une question qu'on se pose nous-mêmes. Et nous, en tant qu'association et organisation, est-ce que nous sommes fin prêts pour ce changement total? Et je pense qu'il faut se préparer et changer notre façon de travailler et donc être à la hauteur du rythme de changement. Est-ce que nos services sont fin prêts? Ah, une autre bonne question. Et toute la première chose est d'avoir justement un permis de conduire lorsque j'avais 18 ans, avoir une voiture. Mes enfants, bon, une voiture, moi je veux pas avoir une voiture, ça coûte tellement cher, j'ai pas besoin d'une voiture de mes enfants. Moi, j'aime simplement aller d'un point A à un point B et il doit il faut y aller de la façon la plus rapide et la moins chère. Moi, je veux pas avoir de voiture, je veux aller d'un point A à B et voir la mobilité comme un service. Et on peut dire, est-ce qu'il faudrait pas avoir des routes en tant que service? C'est-à-dire que vous pouvez en fait réserver heu, votre votre heure, votre moment pour vous déplacer et ce serait un changement de mentalité et nous sommes confrontés avec cela dans le cadre de la mobilité en tant que service et c'est peut-être un concept intéressant tout cela. Mais avant d'arriver à la fin de mon exposé, j'ai dit que j'allais revenir au développement durable. Comment on peut travailler dans la main pour aborder ce sujet tous ensemble et j'aimerais qu'on vous montre une toute petite vidéo pour voir ce que nous en pensons.
And to close my presentation, En guise de conclusion, j'aimerais dire 3 choses. Nous savons parfaitement bien quels sont les défis à relever. Et il faudrait laisser de côté notre zone de confort et en même temps, il faut prendre le leadership pour justement arriver à bien gérer la transition. Je vous remercie. Thank you very much. Merci beaucoup, Jens Hugel de la Suisse. Et maintenant, on Chef du service de la gestion du réseau routier national. Il est directeur adjoint de la DIT, la direction des infrastructures et des transports. Jean Le Dalle, merci de votre présence. Vous allez vous aussi nous faire une petite présentation avant de rejoindre donc la table ronde où je vais vous demander de confronter vos points de vue en ayant regardé les présentations les uns des autres. Voilà, Jean Le Dalle. Bien, mesdames, messieurs, je suis très heureux aujourd'hui d'être sous le soleil à Nice et ça change beaucoup de la vie parisienne et c'est une très bonne occasion pour parler de la route et de la réponse qu'elle peut apporter aux mobilités de demain. La première édition, en 2015, à Paris, du congrès PPRS, a mis en lumière les enjeux de préservation du patrimoine routier et plus particulièrement des risques liés à un sous-entretien. Il s'agissait, mais on est tenté un peu de dire « il s'agit », de parler au présent, il s'agit d'enjeux longtemps ignorés de nos concitoyens. Des enjeux que nous avons fait nôtres au ministère des Transports. La priorité à l'entretien est désormais un choix politique assumé, ainsi que M. Poupard l'a souligné lors de l'introduction de ce congrès. Cette deuxième édition est allée plus loin et a montré que la route est une solution pour la mobilité de demain. Les thèmes des sessions en témoignent: mobilité intelligente, véhicules et infrastructures connectées, efficience de l'exploitation routière et même un nouveau paradigme pour la route, de l'infrastructure au service. Alors oui, la route, malgré toutes les critiques que l'on peut en faire, restera au cœur des mobilités de demain et nous en sommes convaincus au ministère. C'est pourquoi la ministre, Madame Elisabeth Borne, a souhaité organiser une vaste consultation des Français sur la mobilité en soulignant pleinement l'importance des questions routières. Nous sortons ainsi d'une grande consultation qui doit nous permettre de définir une stratégie nationale des mobilités. Les assises de la mobilité ont réuni 50 groupes de réflexion, ont mobilisé près de 600 experts. Plus de 3000 citoyens ont participé et ont fait des propositions sur le site Internet. 30 000 contributions au total. 5 grands axes de réflexion peuvent se dégager des assises qui sont autant de lignes pour construire une stratégie nationale de la mobilité. C'est d'abord réduire les fractures sociales et territoriales, améliorer l'accès à l'emploi, assurer une programmation soutenable des infrastructures, mais aussi décliner de manière opérationnelle l'accord de Paris. Et cet item ne correspond pas seulement à la volonté du gouvernement de mettre un terme à la vente des véhicules thermiques en 2040, mais aussi à mettre en place toutes les infrastructures nécessaires au développement des mobilités propres, les pistes cyclables, les voies réservées au covoiturage, les bornes de recharge électrique, les stations à hydrogène, etc. Et enfin, dernier thème qui ressort des assises, c'est libérer les innovations au service de la mobilité de demain. Et je voudrais revenir sur ce dernier item qui correspond à notre séance de conclusion d'aujourd'hui. Les conclusions des différents groupes de travail des assises ont en effet beaucoup insisté sur la nécessité de libérer les innovations et plusieurs propositions pourront prendre place à ce titre dans la loi d'orientation des mobilités qui sera déposée prochainement au Parlement. Plusieurs thèmes: assurer la circulation des véhicules autonomes en 2020, expérimenter des solutions de mobilité innovantes, le covoiturage, mobilité as a service, biétique multimodale, véhicules autonomes,
mais aussi ouvrir les données de transport pour favoriser le développement de nouveaux services, créer un écosystème français de start-up lié à la mobilité et développer des filières économiques. Enfin, dernier sujet, c'est encadrer et accompagner le développement de nouveaux modes de mobilité, le free floating, les VTC, etc. Ces exemples montrent bien la route n'est plus seulement un ruban de bitume. Elle doit évoluer et s'adapter pour répondre aux enjeux de la mobilité de demain. Je crois en effet, comme le titre d'une des sessions le suggérait, qu'on peut ainsi parler d'un nouveau paradigme pour la route. Alors, peut-on pour autant dire qu'on est en train de passer de l'infrastructure au service, comme le soulignait tout à l'heure le précédent intervenant? Je crois qu'il faut revenir à l'infrastructure elle-même. La part modale de la route en France dépasse 85%, que ce soit pour le transport de personnes ou de marchandises. Ce chiffre est assez stable depuis plusieurs années. Le réseau routier est d'ailleurs le réseau de transport le plus maillé en France, avec 1 million de kilomètres. Et son rôle est donc crucial pour la mobilité des Français et également pour le désenclavement des territoires ruraux ou montagnards. Ce maillage est d'ailleurs tout à fait exemplaire si l'on regarde la structuration des réseaux routiers en Europe. Le Commissariat général au développement durable a effectué des études prospectives à 2030 et 2050. Les projections réalisées montrent à l'horizon 2030 une augmentation continue de l'ensemble des kilomètres parcourus. Chaque année, par les voyageurs sur les routes, mais aussi chaque année une hausse du trafic de marchandises transportées par poids lourds. L'exercice de prévision du Commissariat général au développement durable a ensuite été conduit à l'horizon 2050, sur la base d'un cadrage lié à la mise en œuvre d'une stratégie nationale bas carbone. Cette stratégie intègre des mesures volontaristes supplémentaires nécessaires au respect des engagements pris par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces mesures intègrent par exemple la réduction de l'étalement urbain, le développement de la part modale du vélo, l'augmentation du taux d'occupation des véhicules et pour le transport de marchandises, une augmentation plus marquée de l'emport moyen par poids lourd, ainsi que le développement des autoroutes électriques pour réduire la consommation d'énergie fossile. Les résultats de cette étude, avec un cadrage bas carbone, sont intéressants à un double titre. Sous réserve évidemment de la mise en place des mesures volontaristes décrites précédemment, il montre d'abord que les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports diminueraient de 62% entre 2012 et 2050. Mais comme pour les projections à l'horizon 2030, il montre aussi une augmentation à l'horizon 2050 du trafic de voyageurs et du trafic de marchandises circulant sur route, ainsi que le maintien à un niveau très élevé de la part modale de la route, supérieure à 70% pour les déplacements de voyageurs et supérieure à 85% pour les transports de marchandises. Ces résultats sont issus d'un exercice de prospective, bien sûr, et reposent bien entendu sur des hypothèses dont le réalisme et la faisabilité de mise en œuvre devront être confirmés à l'avenir. Mais ils montrent néanmoins que la place de la route dans la réponse à la demande de transport restera très importante dans les années à venir et que ceci n'est pas incompatible avec le respect des engagements de la France en matière de réduction des gaz à effet de serre. Bien entendu, il faut être conscient que l'augmentation des déplacements par le mode routier, qui se traduira donc par une augmentation du trafic de véhicules, soulèvera des enjeux très importants liés à la préservation du patrimoine routier et à sa modernisation. Alors, en tant que gestionnaire d'infrastructures routières, nous devons donc anticiper ces mobilités de demain parce que l'infrastructure est un prérequis à ces mobilités. Nous savons également que l'adaptation des infrastructures routières s'inscrit dans le temps long et mobilise des ressources financières très conséquentes. Je voudrais citer deux exemples de réponses très concrètes
apportés par la route à la mobilité de demain. Le premier concerne la réduction de la congestion autour des agglomérations. Des problèmes de congestion affectent autour et dans les grandes agglomérations françaises la performance des infrastructures en termes de régularité des temps de parcours. Au-delà de ces phénomènes de congestion, les métropoles françaises sont également confrontées à la nécessité d'améliorer la mobilité dans des zones périurbaines de plus en plus étendues. Pour répondre à ces enjeux, nous développons des voies réservées aux services réguliers de transport collectif, afin d'améliorer les temps de parcours et la régularité pour leurs usagers, et d'inciter aussi les automobilistes à se reporter sur ces moyens de transport. 3 voies de ce type ont été inaugurées en région parisienne au cours des 3 dernières années, et les projets se multiplient. Pour inciter les usagers de la route à recourir aux mobilités partagées et aux mobilités propres, nous préparons actuellement un cadre technique et juridique pour permettre l'ouverture de ces voies réservées au covoiturage et aux véhicules à très faible émission, dans un cadre expérimental actuellement, mais que l'on pourra généraliser dans le cadre des dispositions prévues pour la loi d'orientation des mobilités, et ça permet une généralisation et un développement d'ici 2024. Ces voies réservées viennent compléter la panoplie des mesures de gestion de trafic existantes, que sont la régulation dynamique de trafic, la régulation dynamique des vitesses, la régulation d'accès ou encore l'interdiction de dépassement pour les poids lourds. Avec nos 11 directions interdépartementales des routes, qui regroupent près de 8000 agents, et avec l'ensemble des acteurs de la mobilité, nous travaillons sur les grandes agglomérations françaises à des schémas directeurs d'agglomération. Nous souhaitons par ailleurs évaluer... Pardon. Donc, pour la réduction de la congestion routière, l'ensemble de ces mesures vise naturellement à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l'amélioration de la qualité de l'air. Le second exemple que je voulais souligner concerne le développement de l'infrastructure numérique. Nous pensons en effet qu'il faut désormais voir la route non seulement comme une infrastructure physique, mais comme une superposition d'une infrastructure physique et d'une infrastructure numérique au service des usagers. L'échange d'informations des véhicules entre eux et avec l'infrastructure est un gisement prometteur de gains de sécurité routière, mais aussi d'efficacité dans la gestion de trafic. Depuis plus de 3 ans, nous travaillons sur le projet SCOOP qui vise à connecter près de 3000 véhicules avec 2000 km de routes intelligentes de tout type, des autoroutes, des voies rapides, des voies urbaines, des routes bidirectionnelles ou des routes de montagne. En partenariat avec les constructeurs, et notamment les groupes PSA et Renault, 5 sites pilotes sont aujourd'hui équipés en Île-de-France, en Bretagne, dans le département de l'Isère, sur l'autoroute Paris-Strasbourg et sur la rocade de Bordeaux. Les conducteurs reçoivent des véhicules qui les précèdent, des informations précieuses sur les difficultés rencontrées, ça peut être des freinages d'urgence, des pannes, des accidents, etc. Les informations sont simultanément remontées au gestionnaire de la route et celui-ci peut également diffuser dans le véhicule des informations précises sur les interventions en cours. Ça peut être du salage en période hivernale, des chantiers mobiles, du balisage d'accidents, etc. L'évaluation du projet en montrera certainement tous les bénéfices et nous réfléchissons déjà à sa généralisation. Cette connectivité sera également une brique fondamentale pour l'automatisation des véhicules. Elle devrait permettre de compenser les limites de visibilité des capteurs situés autour à peu près tous les 200 mètres actuellement. L'autre pan de l'infrastructure numérique, également fondamentale pour le véhicule automatisé, c'est la cartographie dynamique à haute définition. Donc associée à un positionnement satellitaire centimétrique, cette cartographie permettra au véhicule de positionner
de se positionner latéralement dans sa voie et de mieux appréhender ainsi les échangeurs complexes. Cette cartographie, les véhicules vont aussi eux-mêmes contribuer à la construire, à la mettre en œuvre avec leurs propres capteurs. Elle constituera un bien commun utile aux gestionnaires routiers pour mieux connaître l'état de son patrimoine. Ces exemples montrent la diversité des pistes suivies par l'État pour organiser et développer la mobilité de demain. Cet engagement de l'État au service de la mobilité du quotidien de nos concitoyens n'est pas nouvelle. La route a toujours été le support de multiples services, les interventions sur accident, la viabilité vernale, les aires de repos, sont autant d'exemples des services traditionnels qui sont développés sur les routes. Les voies réservées au covoiturage, l'information fournie par la connectivité seront de nouveaux services. Ces exemples montrent également que notre engagement pour la transition écologique n'écarte pas la route de son champ de réflexion et ne peut pas se réduire à des politiques de report modal. Ces exemples montrent enfin que les nouveaux services induisent un niveau élevé des attentes de nos concitoyens envers l'infrastructure routière. Qui dit élévation du niveau de service, dit nouveaux enjeux de maintenance. C'est pourquoi je veux remercier les organisateurs du congrès PPRS d'avoir relié ce sujet à celui de la maintenance du patrimoine, qui, ainsi qu'on a pu le constater lors des débats des assises de la mobilité, reste un enjeu tout à fait majeur pour l'ensemble des acteurs routiers et des acteurs de la mobilité. Le succès du congrès montre d'ailleurs que ces enjeux sont de plus en plus reconnus. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jean Le Dalle. Merci de ces explications. J'ai eu le plaisir pendant 10 ans d'animer la Fabrique de la Cité qui était organisée par Vinci. On a visité une vingtaine de villes à travers l'Europe pour voir à quel point donc, l'innovation dans les smart cities change la façon dont nous vivons dans ces villes. Donc c'est avec d'autant plus de plaisir que j'appelle tout de suite le Chief Executive Vinci, Xavier Huillard, à venir dire quelques mots sur vos idées sur la route de demain. L'avantage de passer en dernier, c'est qu'on s'autorise à prendre plus de temps, n'est-ce pas, Alex? L'inconvénient, c'est que on réalise qu'au fond, ce qu'on s'apprêtait à dire a déjà été dit plusieurs fois par mes prédécesseurs, ce qui est finalement une bonne nouvelle, parce que ça veut dire, et ce n'était pas gagné d'avance, qu'en réalité, nous avons tous, quels que soient nos milieux d'appartenance, à peu près la même compréhension, à la fois des enjeux, de ce qui nous attend en termes de développement des mobilités et particulièrement de la route. Je voudrais également remercier les organisateurs de ce congrès. Lorsque Jacques Tavernier m'a appelé pour me proposer d'y parler, je me suis demandé, diable, quelle qualité il me trouvait pour me faire cet honneur. Mais je comprends que la route, qui est chez nous, chez Vinci, quelque chose qui représente à peu près 20% de notre activité, je parle d'Eurovia, et qui a, à tort évidemment, l'image d'un milieu assez conservateur, cette route, elle est probablement en réalité celle de nos activités qui est face à des challenges, à des défis qui sont sans doute les plus importants par rapport aux défis et aux challenges généraux qui s'offrent à notre groupe Vinci. Donc merci Jacques de m'avoir proposé de participer à ce congrès. Je voudrais tout d'abord vous livrer 2 convictions qui ne sont pas très originales, mais j'en profite. La première, c'est que la ville de demain, la ville durable, la Smart City, elle sera plus dense encore que nos villes d'aujourd'hui, simplement parce que la densité permet au cerveau de plus facilement se connecter, mais que cette densité nécessite de beaucoup développer, de beaucoup optimiser les infrastructures de mobilité dans les villes, autour de villes et entre les villes.
pas nécessairement en augmentant la surface dédiée à ces infrastructures de mobilité, mais très certainement en optimisant l'utilisation de ces infrastructures. La deuxième conviction, c'est que le développement économique, il passe bien par le développement des infrastructures de mobilité. Et ces infrastructures de mobilité sont en réalité même des accélérateurs de croissance économique. C'est vrai dans les économies émergentes. On sait tous ce qui s'est passé en Chine depuis 25 ans. On regarde tous avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe aujourd'hui en Amérique du Sud, par exemple, dans des pays comme le Chili, la Colombie, le Pérou, le Mexique. C'est vrai aussi dans les économies développées, mais parmi ces pays peu développés, certains s'étaient un peu endormis. J'ai en tête les États-Unis, j'ai en tête dans une certaine mesure le Royaume-Uni. D'autres sont en train de se réveiller depuis quelque temps. J'ai en tête l'Allemagne. En France, on a, je crois, pris conscience de l'importance des infrastructures de mobilité et au sein des infrastructures de mobilité de l'importance de la route. Mais il faut bien reconnaître que la route, au sein de ces infrastructures de mobilité, a été un peu mise à l'écart pendant une décennie à l'issue du Grenelle de l'environnement, c'est-à-dire une période où, au fond, on considérait la route comme étant écologiquement pas très respectable et où on lui préférait des développements dans d'autres formes de mobilité et notamment des formes de mobilité ferroviaire. Mon sentiment, c'est que tout cela est du domaine du passé et que la route est véritablement en train de faire son comeback. Son comeback parce que la route est un patrimoine. Cela a été dit par mon prédécesseur. En France, la route, ça représente 1 million de kilomètres. Et si on essaye de calculer approximativement la valeur à neuf, de remise à neuf de ce patrimoine, on tombe probablement sur un chiffre qui est plus ou moins équivalent à notre PIB annuel. Donc c'est colossal. La deuxième, ça a également été dit, c'est que la route représente aujourd'hui plus de 80%, j'ai entendu 85% tout à l'heure, des mobilités voyageurs et marchandises. En particulier, c'est souvent le seul vecteur de mobilité pour les déplacements du segment 10 km, 100 km autour des villes. Au-dessous de 10 km, il y a d'autres alternatives. Au-dessus de 100 km, il y a effectivement un certain nombre de grandes infrastructures, qu'elles soient aériennes ou ferroviaires, mais sur le segment 10 km, 100 km, force est de constater que la seule manière, ou l'une des très rares manières de se mouvoir, consiste à utiliser une infrastructure routière. Également parce que le développement rapide du covoiturage, des bus à haut niveau de service ou des bus tout court, petit à petit estompe la différence entre transport individuel et transport collectif. Moi, j'ai coutume de dire que Blablacar est probablement, en réalité, un service public de transport collectif. Eh oui, d'un nouveau genre, mais c'est bien comme ça qu'il faut le voir aujourd'hui. Et puis, pour terminer, parce que la route est historiquement le premier réseau social, celui qui a toujours permis aux habitants de cette planète, depuis des millénaires, de se rencontrer, de communiquer, de commercer. Donc la route est en train de faire son comeback et évidemment, ce faisant, elle fait face à de très forts enjeux. L'enjeu principal, c'est évidemment la maintenance. La maintenance est souvent, à tort, ça se voit plus particulièrement dans certains pays, nous ne sommes pas le pire de ce point de vue-là, la maintenance est à tort la variable d'ajustement des politiques budgétaires, alors que nous savons bien que le différé des opérations d'entretien et de réhabilitation est un très mauvais calcul, non seulement parce que cela revient à faire reporter la charge sur les générations futures, ce qui est toujours malsain, mais en réalité, c'est également un très mauvais calcul sur le plan purement financier, parce que 1 euro non investi dans l'entretien des routes aujourd'hui conduit à un surcoût d'exploitation des véhicules de 2 à 3 euros, et ça peut même monter à 5 si on oublie pendant encore plus longtemps de faire des opérations de maintenance.
Je crois qu'il faut que nous prenions, nous le savons, mais que nous fassions prendre conscience à tous nos environnements que la route est un service marchand. Elle génère des coûts, certes, importants, mais elle crée de la valeur économique, fiscale et sociale. Et donc, nous devons travailler à des modèles qui permettent de mesurer cette valeur et également à des instruments qui permettent d'extraire une partie de cette valeur afin de financer les coûts. Pourquoi pas, par exemple, à l'image de ce qui est en train de se développer en Allemagne, une sorte de redevance d'usage au kilomètre, à assiette large, à taux réduit, en utilisant les moyens utilisés par les Allemands depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Toll Collect, et dont vous savez sans doute qu'il est en train de s'élargir à 40 000 nouveaux kilomètres de route sur lesquels une sorte de péage sera perçu auprès, pour l'instant, des camions. Et le pronostic que je formule, c'est que ce système de facturation au kilomètre, utilisant les techniques GPS et les techniques GSM pour transporter cette information, ce système, il va se développer au point que, dans quelques temps, nous finirons tous, y compris lorsque nous utilisons notre véhicule individuel, nous aurons une facturation qui sera fonction du linéaire de kilomètres que nous aurons parcouru sur les différents types d'infrastructures. Pour relever ce défi de la maintenance, et je ne vais pas développer, je crois qu'il faut pousser les feux au moins dans deux grandes directions. La première, c'est la programmation. La programmation, mais pour programmer, pour progresser, il faut d'abord mesurer. Il faut connaître de façon beaucoup plus intime que ça n'est le cas aujourd'hui l'état actuel de nos routes. L'état technique, en termes de couches de chaussée, en termes d'adhérence, en termes de bruit. Il faut donc, de façon très significative, améliorer la compréhension, la collecte de données qui nous permettent d'avoir une idée précise de l'état de notre réseau routier. C'est ce que, chez Eurovia, nous faisons à travers, par exemple, deux outils. Le premier, il s'appelle Diagway. Je le cite parce qu'il est actuellement en cours d'utilisation ici, sur Nice Métropole, avec un véhicule qui est équipé de tout ce qu'il faut. Vous pouvez l'imaginer, un lidar, des caméras, des GPS, enfin des caméras, de tout ce qu'il faut, de façon à, sans s'arrêter, à 80 km/h, avoir une captation de données qui permet d'avoir une vision précise de l'état du réseau de voirie de Nice Métropole. Et l'autre produit qui est très intéressant, c'est un produit dérivé de recherche qui était intervenu chez Soletanche-Freycinet, qui est une de nos filiales de Vinci Construction. Ça s'appelle ScanPrint, et c'est un outil qui permet de collecter de l'information sur l'état des infrastructures, en particulier en écoutant les bruits émis par cette infrastructure et, à travers des logiciels de traitement de signal, déduire de cette écoute du bruit des pathologies qui sont en train de s'exprimer sur cette infrastructure. Deuxième chose à faire, me semble-t-il, et c'est beaucoup plus difficile parce qu'on tombe sur des aspects qui sont beaucoup plus culturels, et tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'était très technique. C'est assez facile, la technique. C'est assez facile d'être diffusé, la technique. Tout le monde est intéressé par la technique. Le culturel, c'est beaucoup plus lent parce qu'il faut reformater beaucoup de cerveaux. La deuxième chose, c'est de nouveaux modes contractuels. C'est pourtant pas une nouveauté. Les nouveaux modes contractuels intégrant complètement la maintenance sur le temps long de façade à façade, c'est-à-dire intégrant non seulement la maintenance de l'infrastructure, mais également la modification au nom de la performance énergétique des réseaux d'éclairage public, le nettoyage des fossés et que sais-je encore. Tout ça, nos amis anglais, c'est pas très loin la Grande-Bretagne, le font déjà depuis longtemps. Ça s'appelle du PPP ou du PFI, comme vous voudrez, et ça permet à une collectivité d'être absolument assurée du fait que son infrastructure, son réseau sera en permanence parfaitement maintenu, parfaitement entretenu, parfaitement réparé. Nous le faisons beaucoup, par exemple, sur le comté de Hounslow, dans la banlieue londonienne, ou sur l'île de Wight. Et personnellement, je ne comprends pas pourquoi nous n'arrivons pas, dans d'autres pays, à implémenter de façon plus rapide
ce genre de nouveaux modes contractuels qui certes transgressent ce qu'en France nous appelons le code des marchés publics, mais qui sont en réalité des outils extrêmement efficaces pour atteindre les performances de maintenance qui nous semblent indispensables. Juste pour terminer sur ce premier chapitre, un dernier défi sans doute qu'on est en train de voir dans un certain nombre de pays, c'est le défi que nous aurons tous dans nos entreprises, quelles qu'elles soient, pour attirer des gens à nos métiers. La route n'a pas particulièrement bonne presse. Et nous savons bien que la guerre des talents, elle ne fait que commencer. Regardez ce qui se passe en Allemagne. Pourquoi l'Allemagne développe de façon extensive des PPP, qu'on appelle là-bas des A-modèles? C'est en particulier, ce n'est pas la seule raison, mais c'est en particulier parce que l'État fédéral allemand sait bien qu'il n'a plus les ressources, notamment au niveau technique, pour assumer son rôle de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, et ensuite contracté avec un entrepreneur. Et donc, il s'appuie sur des prestataires à qui il confie la prestation globale à travers un PPP, qu'on appelle là-bas des A-modèles, et il s'ouvre à des fournisseurs non allemands en comptant sur le fait que ces fournisseurs non allemands vont pouvoir faire travailler sur des sujets allemands des gens qui n'habitent pas en Allemagne. C'est ça l'une des raisons, pas la seule, c'est l'une des raisons de l'ouverture de l'État fédéral allemand au concept de PPP et à l'arrivée d'un certain nombre de compétiteurs non allemands. Parce qu'ils sont conscients du fait qu'ils ont un problème de ressources. Nous aussi, nous allons avoir un problème de ressources. Et la bonne nouvelle, c'est que tout ce que je viens de dire là, ce sont des évolutions incrémentales à l'intérieur d'un métier qui est celui que nous avons connu depuis déjà des décennies. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, ça l'a encore été dit, nous sommes en train de rentrer dans un nouveau paradigme. Et la bonne nouvelle, c'est que ce nouveau paradigme, il va nous donner des tas d'arguments permettant de mieux attirer les jeunes à nos métiers. Ma conviction, c'est que la route est en train de rentrer, à l'image de ce qui se passe dans l'industrie en général, dans une nouvelle ère que moi j'appelle la route 4.0, de même qu'on parle de industrie 4.0, vous le savez, en Allemagne. On est en train de complètement changer de paradigme et mes prédécesseurs ont été extrêmement brillants pour élaborer sur le sujet tout à l'heure. Et regardez de plus près, en réalité, on n'en avait sans doute pas assez conscience, mais la route était bien préparée à cette révolution 4.0. Par exemple, ça fait longtemps que dans nos métiers routiers, nous utilisons des imprimantes 3D. Chez nous, ça s'appelle un finisher. Mais un finisher, c'est une imprimante 3D. Ça fait également longtemps que dans un certain nombre de nos entreprises, notamment dans la nôtre, nous avons doté nos patrons de sites, nos patrons de projets, de tablettes tactiles qui, munis d'une connexion de téléphonie mobile, permet sur le site, d'une part, d'organiser son chantier, de passer ses commandes, de passer ses besoins en matériel, de gérer son personnel. Tout ça, ça fait partie de notre quotidien et tout ça, ce sont les premières briques de la révolution de la route 4.0. Cette révolution, elle est faite des ingrédients qu'on connaît tous par cœur. D'abord, c'est la data, ça a été très bien dit tout à l'heure, je ne vais évidemment pas insister. Notre conviction, c'est que les constructeurs automobiles ont sans doute, pour l'instant, Michelin n'étant pas dans cette catégorie, fort heureusement, les constructeurs automobiles ont longtemps pensé qu'au fond, toute l'intelligence du véhicule autonome serait dans le véhicule, de même que toute l'intelligence aujourd'hui est dans la tête du conducteur du véhicule. Nous pensons que ça n'est pas possible et que c'est par une collaboration de l'intelligence des gens en charge de la construction des véhicules automobiles et en charge de la construction des infrastructures, c'est la collaboration entre ces deux mondes qui va permettre d'atteindre l'optimum de l'utilisation et du déploiement des véhicules autonomes sur nos différents réseaux. Pour des raisons évidentes, c'est qu'un véhicule qui se présente à un carrefour, quel que soit le nombre de lidars qu'il a sur son toit, il est incapable de voir ce qui se passe de l'autre côté de l'immeuble sur lequel il n'a pas une vision directe et réelle. Et donc, on voit bien que vont se développer tout un tas de concepts, par exemple des totems de bord de route qui seront de sortes de hubs qui collecteront tout un tas d'informations relatives à l'environnement et qui transmettront
cette information au véhicule autonome de façon à ce que le véhicule, au-delà de ce qu'il voit directement, ait une pleine conscience de ce qui se passe dans la partie non visible de son environnement. De même, lorsque vous avez un véhicule qui commence son process de rentrée sur une bretelle d'autoroute, on est là sur un instant qui est extrêmement délicat. Il est évident que quelle que soit l'intelligence qu'on met dans le véhicule autonome, on ne se passera jamais d'une information qui lui sera donnée par l'infrastructure et qui permettra de faire en sorte que l'entrée du véhicule dans la bretelle d'autoroute se fasse sans encombre pour personne. À ce titre, nous avons un projet, alors qu'il y a un nom barbare, qui s'appelle PAC V2X. Excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça veut dire perception augmentée par coopération. Ça fait sacrément savant. Et ça, c'est un projet que nous développons en particulier avec l'ADEME, et qui permet d'accroître la perception des véhicules coopératifs et à terme automatisés dans les environnements et dans les situations qui ne leur permettent pas d'obtenir un niveau de perception suffisant. Par exemple, je l'ai évoqué, l'assistance à la fusion de voies, notamment en insertion sur autoroute, l'assistance au changement de voie, notamment lorsque vous dépassez un bus à l'arrêt, l'alerte aux véhicules au contresens. Vous savez qu'on a encore de très nombreux accidents mortels de véhicules qui, de façon incroyable, prennent nos infrastructures à contresens, l'alerte violation d'un signal à l'intersection, la diffusion de vitesse contextuelle optimum dans certaines situations, etc., etc. Le deuxième défi dans le cadre de ce changement de paradigme, c'est, après la data, c'est de faire de la route une brique technologique de la ville durable, économe en énergie. Alors, nous avons tous nos expériences, nous avons tous nos produits. Chez nous, ça s'appelle Power Road. Je crois que c'était présenté sur quelques stands à l'extérieur de cette enceinte. Power Road, juste pour en dire deux mots, c'est quelque chose qui capte l'énergie thermique en provenance du soleil, qui la stocke et qui la restitue en décalage de phase. Et c'est ça l'intérêt, de façon à soit chauffer un appartement à côté, et on considère que 25 mètres carrés de surface de voirie de rue permet de chauffer intégralement un logement d'à peu près 70 mètres carrés, où ça permet, comme ça a été évoqué tout à l'heure, de déneiger un parking, une voie d'accès, une rampe, de façon extrêmement écologique. Et puis l'autre avantage de Power Road, c'est que grâce à la régulation des températures, ce dispositif prévient les déformations de la chaussée et augmente donc la durée de vie. Et j'ai compris tout à l'heure que l'avènement du véhicule autonome allait davantage solliciter les voiries, et donc qu'il va falloir nous mettre au point des dispositifs de chaussée qui soient encore plus résilients, encore plus résistants que nous n'avons fait jusqu'à présent. Enfin, et pour terminer, pour ne pas être trop long, Alex, rassure-toi, faire de la route un exemple de recyclage total afin de répondre à l'exigence d'économie des ressources. Je pense qu'il est accessible, peut-être pas avant mon départ en retraite, mais sans doute avant le départ en retraite d'un certain nombre de gens qui sont dans cette salle. Il n'est pas illusoire d'imaginer être capable d'atteindre le recyclage à 100% de nos infrastructures routières et de nos couches de chaussée. Pour l'instant, vous savez qu'en moyenne, la part de matériaux recyclés dans les matériaux que nous mettons en œuvre est, je crois, de l'ordre de 17%. Ce taux, il est très faible. C'est pas seulement un problème de formulation, c'est pas seulement un problème d'ajout de poudre de perlimpinpin ou de bitume particulièrement élaboré, c'est également un problème de matériel. Et sur ce thème, nous collaborons avec un industriel, en l'occurrence Marini et Hermont du groupe Faya, de façon à relever ce challenge qui vise le plus rapidement possible à mettre au point des systèmes, des process, des outils industriels qui permettent d'atteindre le recyclage maximal, c'est-à-dire 100%. Voilà ce que je voulais dire. Donc simplement pour conclure, la data, l'efficacité énergétique, l'économie circulaire, la préservation des ressources. Peut-être un dernier point quand même en parenthèse, l'acceptabilité de nos projets. Ça n'a pas été évoqué pendant toute cette table ronde. Mais je crois que l'un des gros challenges que nous avons, et celui-là, il est également très difficile, c'est de nous assurer de l'acceptabilité de nos projets par nos concitoyens.
C'est pas simple, c'est probablement même de plus en plus compliqué. Et il me semble que sur ce point, il y a 3 clés. La première, c'est ne lançons nos concertations, notamment les enquêtes d'utilité publique, que sur la base de projets qui ne sont pas encore complètement ficelés. C'est extrêmement frustrant pour nos concitoyens d'avoir le sentiment d'être questionnés sur un sujet sur lequel ils intuitent qu'en réalité les jeux sont déjà faits. Ils ont l'impression d'être pris pour des billes. Et donc, il faut que nous prenions le risque de lancer des concertations alors que les projets ne sont pas encore totalement ficelés. Et là encore, le digital va beaucoup nous aider, parce qu'on peut organiser ces concertations sous forme de plateforme en utilisant la toile. La deuxième clé, c'est que les projets, même importants, doivent être portés par des leaders d'opinion locaux, des politiques locaux, des syndicalistes locaux, des ONG locales. Je vais juste vous faire sans doute sourire. Vous savez que ce gouvernement a décidé de ne pas faire l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Est-il normal que ce soit le Premier ministre de la France qui prenne la décision et qui annonce cette décision sur le perron de Matignon? Je ne pense pas. Je pense que c'est le genre d'aménagement qui concerne les gens du Grand Ouest de la France et que c'était aux politiques locaux de porter depuis l'origine ce projet. Donc la deuxième clé, c'est que nos projets doivent être portés par des leaders d'opinion locaux et notamment des politiques locaux. Et puis la troisième clé, c'est qu'une fois que tout ça est fait, il faut aller très vite parce qu'il y a effectivement une vraie valeur au fait d'aller très vite. Voilà, donc la route, elle fait sa révolution. La route, comme les autres industries, elle entre dans l'ère de la route 4.0. Une révolution qui passe par des innovations techniques, on en a passé en revue un grand nombre, mais qui passe aussi, peut-être même surtout, par davantage de coopération entre les constructeurs automobiles, les créateurs d'infrastructures que nous sommes et les pouvoirs publics. Et puis une révolution qui passe par l'expérimentation. Personne n'a la solution à lui tout seul. Personne ne peut plus prétendre détenir à lui tout seul la vérité. Là comme ailleurs, à l'heure du digital, à l'heure de la remise en cause des anciens modèles, il faut, ensemble, imaginer, oser, expérimenter, accepter de faire des erreurs, évaluer, corriger, oser à nouveau. Et c'est pour cela que cet événement, PPRS, était à mes yeux extrêmement important. Alors oui, la route fait sa révolution. Bienvenue dans la route 4.0. Je vous remercie. Merci beaucoup, Xavier Billard. Nous avons à peu près 3 minutes pour une table ronde, mais juste, qu'est-ce que vous avez retenu les uns des autres dans ce que vous avez entendu? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, peut-être des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, ou est-ce qu'il y a des innovations que vous avez remarquées? Are there things that you were surprised by, or that you've particularly noted in what you've just heard from the other speakers? Professor. So I think Je pense, de mon point de vue, je pense que tous les messages qu'on a reçus à travers tous les interlocuteurs étaient très communs. Il y avait un besoin d'innovation, de vitesse. Tout le monde a parlé de coopération, collaboration, et que c'est pas une seule société ou un seul gouvernement ou organisme détient toutes les réponses. Donc, et il faut, sans un cadre, on ne va pas atteindre le potentiel pour traiter les enjeux de mobilité de l'avenir. Et je pense que cela concerne tous. Yes, I had the feeling, and of course, this is how you started your speech, Mr. Wheeler. It's to really to share all of the observations, regarding change and the various ambitions. And I think we can do it all together. We have to stick together and do it all together fast.
à la fois par les politiques et aussi par les citoyens que nous sommes. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut faire adopter toutes ces innovations nécessaires, mais par des politiques qui ne sont pas toujours d'accord pour prévoir, ne serait-ce que dans 5 ans, et encore moins dans 10 ans, et encore moins dans 20 ans? How do we reply to Xavier's point about the acceptability in terms of citizens and politicians to make this happen? Jens? To answer your question, I think it's all about awareness building. And Pour répondre à votre question, je pense que c'est effectivement, cela concerne la conscience du public. On le fait de manière très facile. Par exemple, pour avoir un café ici, il faut 29 pays de 28 pour procurer un café. Donc, de travailler ensemble est très, très important. On a tous des messages en commun. Il faut travailler ensemble. Donc, c'était très intéressant hier sur la communication hier. Effectivement. En contact tout le temps avec vos collègues dans le monde de la politique. Comment répondre à la question ou défi lancé par Xavier Huillard? Oui, je crois qu'il y a eu un point très important ces derniers mois, ça a été les assises de la mobilité. J'en ai parlé, près de 30 000 contributions sur un site internet. L'objectif, c'était aussi de sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens aux enjeux de la mobilité de demain. Et concernant la route, un point très important qui est effectivement la manière dont on va entretenir, maintenir le patrimoine pour assurer cette mobilité du quotidien et pour l'assurer dans la durée, compte tenu de l'ensemble des perspectives qui ont été soulignées par l'ensemble des intervenants. Donc ce point est très important. Alors après, il y a des dispositions plus techniques sur la manière dont sont conduites les concertations. Effectivement, il y a toute une réflexion qu'il faut avoir sur la manière de conduire la concertation en amont des projets. Il y a certainement, vous l'avez souligné, une marge de progrès importante à faire pour faire que les projets soient réellement adoptés par l'ensemble des intervenants locaux, mais des acteurs locaux. Mais ce point, il y a un point majeur aussi pour nous, c'est de trouver des voies de financement pour conduire les politiques nouvelles. La route nouvelle sera une route qui sera bien entretenue et qui nécessitera d'y consacrer des moyens importants, que ce soit sous des formes contractuelles, vous l'avez souligné, mais aussi, François Poupard l'avait souligné en introduction, par la nécessité de redevances qui peuvent prendre la forme d'une vignette poids lourd, ça a été évoqué lors des assises, mais voilà, c'est aussi un des enjeux forts pour nous sur ces points, sur le financement, la maintenance du réseau tel qu'il existe, si on veut ensuite pouvoir regarder l'avenir. Alors, nous touchons à la fin. On aurait pu continuer pendant des heures avec une table aussi high level. Je vais vous donner une phrase chacun pour me dépeindre avec votre boule de cristal. Dans 50 ans, la route de demain, Xavier Huillard, la route de demain dans 50 ans, ça ressemble quoi? Avec des pods, avec chacun voyageant télécommandé par satellite. Faites-nous rêver. Ou donnez-nous un cauchemar. L'échéance, c'est quoi? 50 ans? 50 ans. 50 ans, donc il n'y a pas de souci. Les véhicules sont tous autonomes. Ils ne m'appartiennent pas. Donc, accessoirement, en tant que concessionnaire autoroutier, je n'ai plus en face de moi des millions de clients, mais quelques gros clients qui donc ont une relation de bargain, un bargaining power vis-à-vis de nous qui est plus significatif que celui que nous avons dans la situation actuelle où nous sommes face à des millions d'individus, donc il faut s'y préparer. C'est une route qui est en permanence en train d'échanger de l'information avec les véhicules autonomes, avec de l'intelligence dans le véhicule, mais avec beaucoup d'intelligence sur le long des infrastructures et tout ça communiquant de façon parfaite. C'est à mon avis, dans les villes et autour de villes, en plus du fait de la meilleure régulation rendue possible par ces véhicules autonomes, une surface consacrée à la voirie qui est moindre qu'aujourd'hui, et
Et donc une grande question à laquelle nous réfléchissons chez Vinci, qui est que doit-on faire de la surface de voirie que nous allons sans doute récupérer du fait de l'écoulement plus fluide des véhicules autonomes sur les surfaces existantes. Donc pour vous, c'est plutôt le paradis, c'est un beau rêve, plutôt qu'un cauchemar. À condition de l'expliquer à nos concitoyens. Et l'expliquer à nos concitoyens, sans redévelopper encore ce que j'ai effleuré tout à l'heure, je pense que là encore, il faut que nous décentralisions. Les gens comprennent bien quand ça leur est expliqué par quelqu'un qui vit dans leur propre écosystème. Et donc, la route doit être expliquée par des gens qui sont localement en charge de la route, mais également utilisateurs de la route, et non pas depuis Paris. Une phrase chacun, one sentence, 50 years, boule de cristal. Jean Nodal. Beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas... Certainement, quelques mots, du coup. Véhicule autonome, effectivement, nous ne sommes plus propriétaires de notre voiture, une route connectée et une route, je l'espère, et on en fait le pari, et on s'organise pour le faire, une route parfaitement entretenue. Jens. A lot was said. I can agree to all of them. Mais oui, bien sûr, beaucoup a été dit déjà, mais si on regarde le transport dans 50-60 ans, ça sera fait par... Peut-être. En plus de la route terrestre. Donc, Mystic Meg. So my vision of the future ma vision de l'avenir sera que les routes vont nous fournir une connectivité et mobilité sociale, mais aussi plus de fonctions. Est-ce que c'est le fait de nettoyer l'air, par exemple, mais ce sera juste la manière dont on se connecte à la société, se connecter à la société. Merci beaucoup, tout a été dit, donc je vous remercie énormément. Soutien d'avoir donc presque terminé. Je dis presque parce qu'il nous reste 2-3 petits moments clés. J'appelle tout de suite le secrétaire général du PIARC, P-I-A-R-C, Patrick Maléjac, qui va nous parler de l'avenir. Lui aussi, on l'applaudit très fort. Merci beaucoup. Ce congrès PPRS 2018 a bien évidemment évoqué de nombreux sujets liés à la route. Je suis donc reconnaissant aux organisateurs d'y avoir convié l'AIPCR, Association mondiale de la route, ou PIARC, comme dit Alex. Il a aussi confirmé le besoin de se voir, d'échanger de visu, alors même que l'on parle de digitalisation des transports et que l'on constate la digitalisation accélérée de l'accès aux connaissances. On a besoin de se voir, on a besoin de parler. Je vous invite donc à Abu Dhabi l'an prochain, en octobre, car c'est là, aux Émirats arabes unis, que l'Association mondiale de la route organise le prochain congrès mondial sur le thème de rapprocher les cultures, renforcer les économies. C'est un thème fédérateur. Entre autres, nous y présenterons les conclusions des travaux de nos 21 comités et groupes d'études qui seront partagés avec tous, et nous annoncerons notre prochain programme de travail sur lequel je vous invite d'ores et déjà à nous faire part de vos idées et de vos souhaits. Merci beaucoup et on peut passer le film maintenant. In 2019, Abu Dhabi will play host to the World Roads Congress. The capital city of the United Arab Emirates is one of the safest cities in the world, and Abu Dhabi's diverse population, made up of over 200 nationalities, make it an immensely attractive destination. It's renowned as a global hub, with half the world's population within a 5-hour flight, making it the ideal location for connecting cultures and enabling economies. The UAE has something for everyone, from a rich and diverse cultural heritage to an ultra-modern cutting-edge lifestyle, perfect for a healthy and safe family life, allowing expatriates from all over the world to call the UAE home. At the World Roads Congress in Seoul, Abu Dhabi was named as the next host city
and is expected to attract up to 5,000 delegates. Exhibitors and sponsors will have the ideal mix of relevant industries in one location. All will have the opportunity to attend technical sessions and engage with experts from around the world. We would like to welcome transport ministers from all over the world to discuss challenges and innovative ideas. The World Road Congress is happening between 6th to 10th October 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. The 2019 World Roads Congress will be held at the Abu Dhabi National Exhibition Centre. During downtime, delegates can enjoy quality time at some of our world-class amusement parks like Ferrari World, Yas Water World, or enjoy a magical desert safari. In the last 3 decades, the massive investment and planning in infrastructure has paid off handsomely, and today the UAE is considered a world leader when it comes to its roads, tunnels, bridges, buildings, and transportation systems, and naturally has attracted some of the most talented architects, civil engineers, and experts from around the world. In the birth year of the UAE, the E11 Sheikh Zayed Road was approved and construction began. By 1980, it was completed and now stretches from Abu Dhabi to Dubai, through Sharjah, all the way to Ras Al Khaimah. We look forward to welcoming you in Abu Dhabi, connecting cultures and enabling economies. Parfait. Merci beaucoup à Patrick et pour ce film qui donc nous invite à cette réunion. Donc en 2019, c'est mon plaisir maintenant d'appeler le président du PPRS ainsi que le Programme Committee President Jacques Tavernier avec Jean-François Corté pour clôturer donc notre plénière. On peut les applaudir pour tout ce qu'ils ont fait pour la réussite. Alors, je vais peut-être commencer avec juste 2 ou 3 petites questions avec vous, Jacques. L'impression de ces 3 jours. Good impression. Good impression. And I am happy. I am. Is the good word. Je suis très heureux et je suis soulagé. Soulagé. Il faut être honnête, il y a 2 mois, moi j'étais très préoccupée car le niveau d'inscription était extrêmement faible. Mais enfin, vous êtes tous venus et vous êtes venus nombreux. Nous sommes plus d'1 millier de personnes qui sont venues à ce congrès. 1052 personnes et des personnes qui sont très attentives et qui participent aux sessions de travail. Et il y a eu d'excellents débats. Et je suis très, très heureux car j'ai reçu un grand nombre de messages de votre part, à savoir que vous êtes également satisfaits, tous les participants, les exposants. Alors, si vous, vous êtes heureux, nous aussi, nous sommes heureux. Donc, nous sommes heureux que vous avez pu récupérer votre voix, parce que vous étiez aphone au début de la réunion. En français ou en anglais? Est-ce qu'il faut retenir du programme quelques points clés? Oui, alors le programme était structuré en 16 séances abordant chacune un sujet différent, de manière à couvrir le spectre des thématiques qui sont en lien avec l'entretien et la modernisation. Et donc avec l'objectif de nous renvoyer à une image à la fois de la situation présente, mais aussi des évolutions. Alors je crois que la très bonne participation à l'ensemble des séances, même les séances matinales, a montré l'intérêt qui a été trouvé aux présentations et ce que l'on a vu aussi au travers des questions qui ont animé l'ensemble de ces séances. Alors, en quelques minutes, il n'est pas possible de chercher à restituer l'intégralité des idées forces qui se sont dégagées de ces séances, et donc je focaliserai sur quelques points. En premier lieu, c'est donc la question clé du financement. Et il apparaît très clairement, et ça sur l'ensemble des pays, que le rattrapage du retard d'entretien
mais aussi donc, pour assurer un entretien durable et un maintien durable à niveau, donc nécessite partout des ressources extra-budgétaires. Donc ça, c'est clair dans l'ensemble des pays. Donc, et qu'on ait pour ça une palette relativement large de solutions au travers de redevances ou taxations, et que le choix va relever de décisions politiques qui ne seront pas toujours aisées pour assurer à la fois l'acceptabilité du public, mais je dirais aussi, ce n'est pas, je crois, uniquement le cas en France, d'arriver à emporter l'agrément du ministère en charge des Finances. L'autre point qui s'est dégagé aussi clairement de la situation internationale, c'est que l'acceptabilité, on l'avait vu beaucoup, elle est d'autant plus forte que lorsqu'on lève des taxes, celles-ci sont affectées sur l'infrastructure qui est l'objet sur lequel on a levé ces ressources. Et enfin, sur ce sujet, donc, pour l'Europe, donc le champ qui sera couvert par Eurovignette et le contenu de la directive Eurovignette aura des conséquences extrêmement importantes sur les possibilités qui seront ouvertes en matière de taxation et de recettes extra-budgétaires. Deuxième point aussi, séance importante, c'est sur l'évolution des missions de l'État et de l'organisation des collectivités locales. Là aussi, dans un constat qu'on peut faire, c'est que dans un nombre croissant de pays, donc on est parti d'une organisation traditionnelle avec un rôle traditionnel de l'administration vers la mise en place d'un opérateur public en charge de la partie la plus stratégique du réseau routier national. Donc ça veut dire un opérateur qui a enfin l'ensemble des compétences qui lui permet d'assurer la programmation de travaux dans le temps et un bon emploi pertinent des ressources humaines et des moyens. Ça permet aussi d'avoir donc des contrats d'objectifs et d'assurer ce qui est essentiel aussi quand on doit rendre compte, c'est une transparence sur les moyens qui sont consacrés. Ça, c'était au niveau de l'État. On voit qu'aux autres niveaux de juridiction, donc différentes formes qui se mettent en place. On a eu l'exemple de la métropole de Nice qui montre comment la situation peut être gérée cette fois-ci à une échelle qui n'est plus de chacune des communes mais d'un département. Et à d'autres niveaux, on le voit aussi sur des actions de mutualisation de moyens entre petites communes. Troisième point, c'est donc de nature un petit peu technique, c'est l'utilisation qui se développe et effective. There are some managerial systems that are in effect, and we have you can't do things from one day to the next, and so you need a long-term vision of development and how the state, the condition of the roadways are, and how it changes and evolves. So this management system, we see that use is being more and more prominent, and then it's very important for the organizers and people in charge of road management can be able to be engaged and take commitments for that, for a better condition of the network. Another topic that was discussed mostly at the preceding roundtable, but it is obvious that there is an emerging factor that is a major one, which is information or data that comes from communication exchange between vehicle to vehicle or infrastructure to vehicle, etc., or vehicle to infrastructure as well. And we are just at the very outset of these explorations of the multiplicity of
things that can be done in this way and the benefits that can be drawn from them, either for the manager, for the operator, or the user. And so this issue of data and information will be the major element in the development of the roads when faced with automated driving. And the last point I wanted to talk about the industry itself. And there's the question of progress in terms of road techniques and technology. And so there are technological programs that are it's very difficult to be perceived by the public. They just see a black surface and that's it. So now they don't know about the developments of how it actually got there and got to that point. And so there is something very substantial. For example, there's recycling, the materials used, the environmental impact, and impact on health as well. So these are all very, very fundamental issues. And on this topic, there are questions of communication to show that the road is a technical sector of progress, and also to facilitate deployment of such technological progress. I think I will end here, so I won't go into topics that actually talked of contracting and changes in contracts and the SURE system in France and others, that's road security. And there'll be other programs in months to come, and we'll be getting reports from people that were here at this conference, and we'll have the minutes of the meeting, and all of the exposés will be presented at that time. So Ce qui se passe par la suite, à 13h30 et quelques, apparemment, donc un cocktail nous attend. 14h30 dans les salles Clio et Thalie pour le départ des 3 visites techniques, si vous êtes inscrits. D'abord, visite tramway de Nice avec visite section aérienne et de la section enterrée. Ensuite, vous avez la visite système de sécurité sur la promenade des Anglais, puis la visite du centre de commande et du centre d'appel des autoroutes Escota. Alors, vous pouvez trouver les vidéos, les conférences de cette rencontre sur le site, donc pprs2018.com, ainsi, et c'est très important, un questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé par email. Donc, vous pouvez nous dire ce que vous avez trouvé bien pour qu'on puisse améliorer dans l'avenir. Jacques, le mot de la fin. Alex, I have 2 main points to... Oui, j'ai 2 points à rappeler. Donc, c'est la confirmation du rôle essentiel de la route, et c'est le comeback, si vous voulez, comme Xavier Willard a dit. Oui, c'est très important, et c'est important de donner la priorité à la maintenance et la régénération. Et donc, moi, j'ai une longue liste de remerciements, car pour organiser cette manifestation, beaucoup de personnes ont travaillé beaucoup, et moi je tiens à remercier tous nos intervenants durant ces 3 jours, nos partenaires et nos sponsors, pour rendre cette manifestation, de faire un succès, de couronner de succès cette manifestation, et des solutions innovatives. Le microphone a un problème.
le comité exécutif, le comité de programmation, le comité consultatif et de promotion, le comité de sponsors partagé par Jean-Claude, les hommes et des femmes de l'ombre, les interprètes et Mariam Solas et l'équipe, l'équipe de l'Acropolis et j'aimerais remercier tout spécialement deux piliers de ce congrès. Je nomme Jean-Claude Roffet et Étienne Le Bouteiller. C'était nos piliers, infatigables ambassadeurs, et sans eux, ce congrès n'aurait pas eu lieu. Je vous remercie chaleureusement. Allez, levez-vous pour eux, levez-vous. Ah, Jean-Claude, où êtes-vous? Jean-Claude, êtes-vous là? Ah, merci. Merci beaucoup. Dernièrement, j'aimerais remercier à vous pour d'avoir participé à ce congrès et j'espère que ce congrès a atteint vos attentes. Que je vous remercie beaucoup. Longue vie à la route et d'ici 2050, la route 4,0 va exister et je pense que tous les comités de route, ils sont prêts à répondre à ce défi. Donc, je vous invite à la Journée internationale des routes entre le 3 et le 5 avril. Merci beaucoup.